Une attaque israélienne qualifiée de déclaration de guerre par l'Iran. Quelle suite, quelles conséquences? C'est notre grand angle. Jusqu'où ira l'escalade entre Israël et l'Iran, ennemis de toujours? Ils menaient une guerre larvée, mais depuis cette nuit, depuis cette attaque massive, 200 avions de combat, des dizaines de blessés, 18 morts aussi. Est-ce que tout peut basculer? Est-ce que la région peut s'embraser? Nous sommes donc avec vous, Emmanuelle Galichet. Bonjour, bienvenue. Vous êtes enseignante, chercheuse en nucléaire, et c'est vrai que la raison invoquée par Israël, c'est cette menace du nucléaire iranien. Vous allez nous en dire plus dans un instant. Et nous sommes en direct avec Firouzeh Nahavandi. Bonsoir. Vous êtes iranienne, Bonsoir. spécialiste des pays musulmans et non arabes. Alors pour beaucoup, une page d'histoire s'écrit sous nos yeux. Est-ce que vous êtes d'accord, Firouzeh Nahavandi, avec cette attaque massive israélienne? Est-ce qu'on est à un tournant? Nous sommes certainement à un tournant parce que, effectivement, cette attaque qui a quand même détruit un grand nombre de sites particulièrement sensibles de la République islamique d'Iran est un grand coup à porter à l'État et au régime iranien. Et dans le même temps, on a une réaction des Iraniens qui est toujours constante, qui est de promettre des ripostes absolument extraordinaires. Est-ce que c'est Mais possible? on est Est-ce que c'est évidemment... possible justement parce que l'Iran a été quand même très fragilisé ces derniers temps, notamment avec les attaques israéliennes. Donc quand il parle de riposte, vous pensez que c'est possible? Alors militairement, il est certain que la puissance de la République islamique est nettement moindre que celle d'Israël, et on l'a vu dans les différentes attaques qu'il y a pu y avoir jusque maintenant, et encore celle d'hier. Néanmoins, la République islamique a d'autres éléments dans sa main pour pouvoir riposter. Ce n'est pas seulement la réponse militaire, il y aura certainement une réponse militaire, mais on a vu que les drones sont par exemple aujourd'hui lancés par l'Iran, sont interceptés par Israël, mais il y a tout ce que la République peut mettre en place comme à travers ses proxys, à travers Mais le le Hezbollah, Yémen, à travers oui, c'est surtout les Houthis au le Yémen, parce que le Hezbollah. Hezbollah semble s'être retiré, et dire que là, enfin, il est très affaibli, donc il ne reste plus que les Houthis. C'est peu, non? Évidemment, donc ce que j'étais en train de vous dire, c'est que la réponse de la République islamique, elle est en tout cas très faible par rapport au coup qu'ils ont subi. Néanmoins, il y a les proxys qu'ils peuvent faire fonctionner d'une manière ou de l'autre, il y a le terrorisme de manière générale, il y a la prise d'otages ou l'utilisation des otages. Donc, à partir du moment où militairement l'Iran ne fait pas le poids face à Israël, eh bien, il peut très bien faire activer d'autres outils qui sont à sa disposition et qu'il n'hésite d'ailleurs jamais d'utiliser. Mais en termes militaires, évidemment, la République islamique ne fait pas le poids. Ne fait pas le poids. On va revenir sur la justification avancée par Israël, c'est-à-dire la menace du nucléaire iranien. Emmanuelle Galichet, c'est vrai que les dernières annonces de l'AIEA, on va y revenir, étaient plutôt inquiétantes. Mais déjà, l'AIEA, encore elle, l'Agence internationale de l'énergie atomique, assure qu'il n'y a pas de radiation. Est-ce que vous avez les mêmes informations? Est-ce aussi à dire qu'Israël a raté son coup? Oui, alors j'ai les mêmes informations, mais non, Israël n'a pas raté son coup. Les mêmes informations parce qu'en fait, Israël a ciblé des sites d'enrichissement d'uranium dans lequel vous avez de l'uranium un peu plus enrichi que ce que vous avez dans la croûte terrestre, mais pas beaucoup. Et donc, il n'y a pas de risque de radioactivité.
de rejet radioactif. Ça, c'est à peu près sûr. Ils seront vraiment, si effectivement on arrive déjà à aller, vous savez, elles sont toutes enterrées, hein, oui, extrêmement profondément. On va revoir cette carte avec les différents sites, parce que c'est vrai qu'il y a notamment, donc on va rappeler le Natanz, très important, 2 fois ciblé. Pourquoi ce site-là? Parce que justement, c'est le site principal d'enrichissement de l'uranium, et donc c'est là où il y a la plus grosse quantité de centrifugeuses. Donc pour enrichir, vous avez besoin de beaucoup de centrifugeuses. Si vous allez réussir à les détruire, eh bien vous ralentissez évidemment le processus de l'enrichissement de l'uranium qu'est en train de faire l'Iran. D'accord, l'objectif donc c'est de ralentir. Absolument. On va revenir sur les dernières informations, le dernier rapport de l'AIEA qui parle donc d'une augmentation de près de 50% du stock d'uranium enrichi à 60%. On est arrivé à 60% en 2025, absolument. Donc on est proche du seuil de 90% nécessaire pour la fabrication d'une arme nucléaire. On évoque 9 bombes nucléaires qui pourraient être fabriquées. Là aussi, ces chiffres sont bons. Ils sont prêts à la créer, cette bombe ? Alors, ils ont la matière pour créer une petite dizaine de bombes, effectivement, dans les informations que nous avons. Mais une bombe, ce n'est pas que de la matière, c'est évidemment un vecteur, donc le missile. Là, ils sont quand même pas, ils sont aussi assez forts sur cela. Mais après, il y a toute la militarisation de la matière, c'est-à-dire en faire la vraie bombe. Et ça, pour le coup, ils sont pas du tout au niveau aujourd'hui. On ne peut pas imaginer que dans les semaines qui arrivent, ils auront une bombe. Il va falloir encore quelques années avec des financements, évidemment, hein, s'ils ont les financements qui vont avec. Là, avec les attaques, effectivement, Israël a fait reculer un petit peu cet objectif qui, je le rappelle, n'avait jamais été officiellement dit par l'État iranien, qui n'avait pas encore pris cette décision de la militarisation de cette matière fissile. Donc là, moi j'ai l'impression quand même que cette attaque va peut-être les obliger finalement à prendre cette décision de fabriquer la bombe. Donc il faut accélérer le mouvement selon vous. C'est probable. Firouzeh Nahavandi, alors vous avez raison, vous parliez des proxys il y a quelques minutes, hein, ces soutiens de l'Iran, les Houthis du Yémen viennent de lancer donc un missile contre Israël, donc effectivement ça prend encore. Juste pour revenir sur les victimes, les cibles hein, même d'Israël, 2 figures des gardiens de la Révolution ont été tuées et aussi beaucoup de dirigeants de la force aérospatiale. Est-ce que vous nous le confirmez? Et est-ce que là aussi ça peut ralentir toute la démarche du nucléaire des Iraniens? Écoutez, effectivement, on a des dirigeants importants des forces de l'ordre et de l'armée et du corps des gardiens de la Révolution qui ont été éliminés. Cela ne veut pas dire qu'ils vont être nécessairement affaiblis, puisqu'ils vont être remplacés tout à fait rapidement. Mais le pouvoir de nuisance de la République islamique, en plus de ce que je viens de dire, va au-delà. Il y a aussi toute la question du détroit d'Ormuz, le fait de pouvoir arrêter les pétroliers, c'est un endroit sensible. Donc, oui, même sans les têtes qui ont été éliminés, je crois que la République islamique va pouvoir continuer son programme, même si effectivement il est très affaibli et il y a eu quand même une atteinte importante aussi à sa fierté. Donc il faut aussi tenir compte de la réaction de l'intérieur de l'Iran et de la population iranienne. Comment est-ce qu'elle va réagir? Justement, comment elle réagit? Est-ce que vous avez des informations? Notre correspondant, Siavosh Ghazi, dans la première partie de cette émission, disait qu'il y avait comme une inquiétude. Est-ce qu'il y a aussi de la colère? Est-ce que vous pensez que ça va ressouder la population iranienne autour du régime? Je pense que il y a 2 éléments qui sont importants. D'une part, il peut y avoir, à partir du moment où il y a des destructions et qu'il y a des morts, une partie
de la population qui se soude autour du régime, mais il ne faut pas oublier que la majorité des Iraniens, plus de 80%, sont contre ce régime et parmi les mécontents, il y en a également qui se réjouissent de cette attaque parce qu'ils pensent que c'est un pas vers la chute de ce régime. Et donc, c'est un élément dont il faut tenir compte par rapport au positionnement des Iraniens. Je suis en contact avec les Iraniens, en particulier dans la capitale. Ils sont inquiets. Beaucoup disent si les frontières s'ouvrent, nous allons sortir. Donc il y a cette inquiétude, mais ils se réjouissent dans le même temps d'une possibilité de la chute du régime. De mon côté, je suis inquiète également du fait qu'il ne suffit pas que ce régime tombe. Imaginons, et prenons l'hypothèse que ce régime tombe, mais la question sera par qui et par quoi ce régime peut être remplacé, et donc cela peut créer également des heurts internes qui sont imprévisibles. Effectivement, ça c'est vrai que c'est aussi une inquiétude, on comprend très bien ce que vous voulez nous expliquer. Est-ce qu'on peut se dire aussi, Emmanuel Gallichet, que les discussions avec les Iraniens sur le nucléaire iranien, elles patinaient? C'était compliqué, d'ailleurs on se demande même si Donald Trump, là, n'a pas laissé faire parce que ça pourrait être un moyen de pression. On voit qu'Emmanuel Macron défend Israël aujourd'hui. Est-ce que finalement Israël ne fait pas le sale boulot, entre guillemets, des Européens qui ne veulent pas voir arriver l'arme nucléaire? Oui, vous avez sûrement raison. Effectivement, c'est vraiment très multiparamétrique finalement, hein. Les accords de 2015, ils ont mis 10 ans pour être signé. Donc aujourd'hui, effectivement, vous dites ça patinait, mais ça faisait que quelques mois qu'on était en train de reparler, que les Américains et les Iraniens se remettaient à parler. Donald Trump qui avait quitté. Qu'il avait quitté en 2018, tout à fait, qu'il avait complètement quitté et qui avait dit que c'était pas possible et qui avait remis des sanctions économiques très fortes sur l'Iran. Donc effectivement, ça avait l'air de patiner comme ça, mais si vous regardez l'histoire, finalement, c'était pas long quelques mois. On aurait pu laisser quand même ce dimanche, les négociations reprendre, continuer plutôt et voir un petit peu où ça allait. Est-ce que vous êtes d'accord, Firouzeh Nahvandi, est-ce que ces négociations pouvaient aboutir? Personnellement, je n'ai jamais cru à l'aboutissement positif de ces négociations, dans la mesure où, même si il y a eu plusieurs réunions, les Iraniens ont toujours exprimé leur mécontentement de ce que le président Trump voulait imposer, c'est-à-dire se débarrasser tout simplement de leur nucléaire. Et les discours de l'ayatollah Khamenei étaient extrêmement durs par rapport à l'évolution de ces négociations. Donc la seule chose que les Iraniens, c'est mon interprétation évidemment, ont essayé de faire, c'était de retarder les échéances, de faire traîner les choses probablement pour mieux se positionner par rapport à la bombe nucléaire et à la sanctuarisation du pays, de manière à pouvoir négocier différemment. Mais il ne faut pas non plus oublier qu'Israël a toujours douté de tout de cet accord nucléaire qui avait été signé en 2015, et non seulement douté, mais était sûr que c'était une erreur de signer. Et l'Arabie Saoudite, là aussi, mais l'Arabie Saoudite, ces derniers temps, après le 7 octobre en particulier, a fait un peu marche arrière, puisque elle présente l'Iran comme un pays frère. Donc voilà, vous avez deux positions très différentes. Emmanuel Gallichet, réunion de l'AIEA lundi, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Ils n'ont pas un poids politique, hein, mais par contre, c'est eux qui vont aller vérifier s'il y a un accord. Ils vont aller vérifier sur les sites que cet accord est bien suivi. Donc, ils ont quand même, il y a quand même une grande expertise à l'AIEA et c'est un peu le gendarme finalement du nucléaire mondial. Donc, on espère, ils vont évidemment condamner encore une fois ce que fait l'Iran. Quel effet concret? Est-ce que vous nous l'avez dit, a priori, ça peut mettre un coup d'accélérateur à la recherche?
Ah bah ça peut effectivement. Là, on est dans une situation un peu imprévisible et effectivement, les experts sont tous ont des positions un peu différentes parce que on ne sait pas du tout ce que peut réagir, comment peut réagir l'Iran en se disant bah là, c'est quasiment un intérêt vital qui a été touché par Voilà, les et sites la d'enregistrement. réponse peut être Et donc là, extrêmement absolument. dure. Merci à vous deux d'avoir participé à ce grand angle. On a bien compris que la situation était encore extrêmement mouvante.